Je suggère le titre, ça va être une introduction. Hein, donc, bon, on va voir. Je vais présenter principalement les choses qui vous seront les plus utiles, les choses les plus sûres, parce qu'on va voir qu'on dit beaucoup de choses sur les calendriers mayas, il y a beaucoup de fantasmes, etc. Dans les faits, on va voir à peu près ce que l'on peut dire sur les calendriers. Sachant que, effectivement, les Mayas et les calendriers, il y a un imaginaire assez, on va dire, assez. Enfin, beaucoup de gens vont imaginer plein de choses sur cette relation entre les Mayas et les calendriers qui résulte effectivement de deux choses assez véritables, on va le voir. Surtout que la discipline de l'étude des calendriers chez les Mayas, ça va être la toute première qui va exister, qui va commencer dès le 19e siècle. Et d'ailleurs, on va voir que pratiquement pendant un siècle, l'étude de l'écriture maya va se limiter plus ou moins à l'étude des calendriers parce que ça va être la seule chose qu'on va réussir à déchiffrer dans un premier temps, hein, avant justement la deuxième partie du XXe siècle où véritablement on va déchiffrer réellement cette écriture et avoir accès au contenu autre que calendaire. Donc, du fait qu'on a réussi à déchiffrer premièrement les calendriers, ça c'est principalement dû au fait de la publication en 1864 par un Français, Brasseur de Bourbourg, des Relations de las Cosas de Yucatan, où effectivement c'est le seul témoignage contemporain entre des Espagnols et des Mayas qui connaissaient encore le système d'écriture et qui va donc poser ces deux calendriers, ces deux calendriers, en tout cas c'est présenté comme le Tzolk'in et le Rahab, tout ça on verra ça plus en détail par la suite, et effectivement qui va donner les clés pour en tout cas comprendre toute cette partie, une grande partie des calendriers mayas. Donc la publication de ce document de Diego de Landa est surtout ici, hein, ce qui va marquer vraiment le tout début de l'étude des calendriers et par extension des Mayas, de l'écriture maya. Ça va être les travaux d'un certain Ernst Förstemann, un Allemand, qui va qui va être en fait responsable de la bibliothèque de Dresde à partir de 1867, et à Dresde, il va tomber sur un codex, l'un des codex mayas, l'un des 3 ou 4 codex mayas qui ont survécu jusqu'à nos jours. Et donc, effectivement, il va travailler toute sa vie à partir de 1867 et véritablement faire des grands progrès qui vont après, les progrès sur le déchiffrement maya vont ralentir dramatiquement jusqu'au fin des années du siècle suivant. Bien, mais ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Alors, c'est un fait que les calendriers, on va voir lesquels, ont une grande importance chez les Mayens. Parce que, par exemple, si on regarde ce qui a un rapport avec les calendriers dans un document comme le codex, pratiquement tout le contenu des codex ont un rapport avec des calendriers ou l'astronomie. On verra ça en détail. Enfin, les calendriers sont généralement des cycles plus ou moins reliés soit des astres, soit d'autres choses, on va voir pour le Tzolk'in. Effectivement, même dans les inscriptions monumentales, la partie calendaire, par exemple ici tout en rouge, a une grande importance. Donc ça, c'est un fait que les données calendaires chez les Mayas ont une grande importance. Le fait que l'on n'ait pas réussi à déchiffrer autre chose que la partie calendaire pendant presque un siècle va aussi avoir un effet sur la perception de cette civilisation maya, puisque comme on n'avait pas accès à l'ensemble du contenu, il va y avoir beaucoup de fantasmes et une certaine déformation en fait, de ce à quoi fait référence tous ces textes. On va avoir une vision très... où certains considéraient que l'ensemble des inscriptions mayas ne transcrivaient que des données astronomiques et astrologiques et faisant simplement abstraction
puisqu'on n'avait pas vraiment accès à toute la partie historique qui est aussi très très importante dans les inscriptions mayas, mais ça c'est vraiment au moment où on a commencé à déchiffrer l'écriture, donc un système logosyllabique, mais ça je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'on a pu avoir accès à cette partie historique, même s'il y avait des travaux précurseurs comme ceux de Tatiana Proskoliakov en 58 par exemple, qui avait déjà posé, sans pouvoir le lire, en tout cas l'existence de choses périodiques qui étaient clairement en rapport avec la vie de personnages historiques, les gouvernants, qui vont être le sujet principal les sujets principaux de ces inscriptions monumentales, qui est véritablement un outil de propagande et de légitimisation du pouvoir dynastique chez les Mayas. Ça, c'est encore un autre sujet que l'on verra plus tard. Alors, déjà, simplement déjà pour introduire, là, par exemple, vous voyez que les inscriptions monumentales, il y a beaucoup d'inscriptions monumentales qui vont commencer par toute une partie calendaire assez riche et complexe, hein, ce que l'on va appeler la série initiale, et on va principalement voir toutes les composantes de cette série initiale, puisque ça va être principalement ces différents systèmes calendaires qui vont s'emboîter les uns dans les autres, en fait, pour marquer qu'une seule date, hein, puisqu'en fait, on va voir que tout ça, c'est pour faire référence à une seule et même date, mais dans différents cycles, dans différents calendriers qui vont en fait, fonctionner ensemble et qui vont donner différentes informations que l'on verra donc, au fur et à mesure de cette présentation. Donc ça, c'est la série initiale. Bien, déjà, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que le système calendaire maya peut être difficilement pris en dehors de son contexte, c'est-à-dire la Mésoamérique, puisque, contrairement à ce que beaucoup pensent, hein, les Mayas n'ont pas inventé tous les calendriers, etc., qui, dans l'imaginaire, peut être associé exclusivement avec les Mayas, mais en fait, on va voir que beaucoup de ces calendriers viennent d'un fond mésoaméricain, que beaucoup ont certainement été donc, empruntés très tôt chez les Mayas à partir d'autres systèmes, d'autres cultures, on va voir. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à réagir. Hein, puis, attraper le Covid, alors je ne suis pas en très très grande forme, mais ça va marcher. Donc, oui. Donc, par exemple, là, c'est juste une illustration, c'est pour vous montrer, par exemple, l'un des systèmes calendaires, le cycle qu'on appelle le Tzolk'in chez les Mayas. Vous pouvez le voir en comparaison avec d'autres cultures. On a les premières attestations de ce système dans des zones qui ne sont absolument pas mayas, hein, chez les Olmecs, chez les Zapotèques, hein, dans des dates antérieures à celle de la première apparition chez les Mayas, hein, la première attestation dans l'état actuel de nos connaissances, puisque chaque découverte n'arrête pas de remettre en question toute cette chronologie, mais enfin, bon. En tout cas, dans la façon la plus acceptée, c'est clairement pas une création maya, mais effectivement, c'est plus du côté des Olmecs que l'on pense qu'a été créé. Enfin, en tout cas, c'est dans cette culture, donc antérieure à celle des premières traces d'écriture maya, qu'on a les premières attestations de ce calendrier, de ce même calendrier, qui va fonctionner de la même façon, etc. Et qui va donc apparaître aussi dans toutes les autres cultures qui vont se développer au fur et à mesure de l'histoire en Mésoamérique, hein, par exemple jusqu'aux Aztèques, hein, qui sont pratiquement les plus connus, mais enfin qui sont pratiquement les derniers venus dans les grandes civilisations précolombiennes. Bien. Donc bon, à l'instar du calendrier, on sait aussi que les écritures que l'on trouve en Mésoamérique, il y a une très très forte probabilité que tous ces systèmes d'écriture soient plus ou moins reliés donc, historiquement, donc, par emprunt d'une culture à une autre. Dans l'état actuel des choses, on considère que ce seraient les Olmecs qui l'auraient créé et après ce serait diffusé, hein, ce qui a un sens, on va voir.
je vais faire un petit panorama historique. Ça pourrait être une bonne explication, enfin, effectivement, pour comprendre ça. Hein. Et puis, bon, la création d'écriture, ce n'est pas quelque chose de commun dans l'histoire de l'humanité. Hein. Donc, et puis, en plus, vous avez des symboles, effectivement, la lune, avec des conventions graphiques, bon, avec ce cercle à moitié fermé, etc., que l'on retrouve un peu partout, des conventions qui nous font penser qu'effectivement, il y a une parenté entre ces différents systèmes, même si on a des systèmes complètement différents. Hein. On a le logosyllabique chez les Mayas, enfin, on a quelque chose d'assez développé chez les Mayas et Zépis Olmec, mais chez Mixtèques et Aztèques, c'est un système graphique beaucoup moins développé qui ne permet pas de transcrire véritablement une langue dans toute sa complexité. Donc d'ailleurs, on ne va pas trop parler de système d'écriture, mais plutôt de système graphique. Ça, je ne suis pas un spécialiste qui permettra d'asserter ça de façon définitive, mais bon. Donc, à l'instar des calendriers, on a clairement aussi donc, des empreintes du système d'écriture, et bon, ça va à peu près de pair, puisqu'on connaît pour les coupes précolombiennes ces différents calendriers par l'écriture. Donc, un petit panorama historique, il faut déjà aussi contextualiser les différentes étapes du développement de ces différentes civilisations, et surtout donc, avec la division, bon, Johan, pour les archéologues, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec les dates, mais enfin bon, de toute façon, ça va être approximatif. Hein. Donc, on divise l'histoire en tout cas dans le contexte mésoaméricain, différents développements en 3 grandes périodes. Hein. La période préclassique qui va de 2000 avant Jésus-Christ à 250 après Jésus-Christ, la période classique 250 après à 900 et période post-classique de 900 à 1500. Donc, si l'on part de la période préclassique, hein, très rapidement, bon, première trace de sédentarisation, en tout cas dans la zone maya, développement de l'agriculture, développement de certains centres urbains, mais encore pas trop développés, hein, par de structures monumentales. Mais bon, le plus important, c'est à la fin de ce qui se passe à la fin de cette période-là, hein, puisque vers l'an 1000, on va 1000 avant Jésus-Christ, dans notre ère, il va se passer des choses intéressantes. Hein. Premièrement, c'est le développement de la civilisation Olmec dans cette zone, là-haut, donc proche des Mayas, hein, dans ce bassin, enfin, dans cette zone-là. Et bon, aussi, dans l'état actuel de nos connaissances, une grande migration ce qu'on appelle les hautes terres mayas vers les basses terres. Et effectivement, ça va être dans les basses terres que va principalement se développer et s'épanouir surtout la civilisation maya précolombienne que l'on connaît. Hein. Et donc, effectivement, c'est avec les Olmecs que l'on a les premières attestations d'écriture. Alors, bon, parfois, vous allez voir qu'on place première attestation d'une écriture en 900 avant Jésus-Christ en se basant sur cette stèle de Cascaral. Le problème, c'est que cet artefact a été trouvé en fait, par des personnes locales. Enfin, pas du pillage, mais enfin, en tout cas, c'est lors de travaux, ils ont trouvé ça. Et seulement, la datation a été faite seulement 6 ans après avoir été trouvée. Donc, c'est très, très douteux, en fait, le résultat de cette datation. Donc, la chose, en tout cas, la trace d'écriture la plus ancienne, dont on a une certitude, sur la datation, ce serait ce sceau de San Andrés qui pose donc l'existence d'un système d'écriture en Mésoamérique en 650 avant Jésus-Christ. Alors, ce qui est intéressant avec la civilisation olmèque, c'est qu'elle va s'étendre, elle va étendre son influence, son aire d'influence pour couvrir une grande partie de la Mésoamérique. Hein. Il y a des comptoirs, etc., tout un réseau commercial. Donc, il va grandement contribuer à la circulation des hommes, des idées, des innovations. Hein. Et de nombreuses cités, directement soumises ou non aux Olmecs, vont fleurir, se réappropriant le savoir-faire Olmec tout en développant ses propres particularités. Là, je vous ai mis, grosso modo, l'extension maximale de ces comptoirs donc attribués aux Olmecs, ou en tout cas, où il y a des traits dans le premier développement de ces cités qui sont clairement associés à la culture ou les cultures olmèques.
La période suivante, donc le préclassique moyen, qui va de 1000 à 400 avant Jésus-Christ, va se caractériser donc aussi et surtout par la fondation de plusieurs centres urbains avec construction monumentale. Donc on va commencer avec la construction monumentale à cette période-là, associée à des organisations politiques complexes, hein, ces centres principalement situés au sud. Bon, voilà. Et même dans l'ère Maya, vous allez avoir des cités qui vont fleurir dans cette partie du sud, où on sait que, enfin, c'était en contact très prolongé avec les Olmecs, qui avaient certainement des comptoirs pour s'approvisionner en doré rare et local, hein, l'obsidienne, etc. Bien. Euh, et c'est pendant cette période, donc là par exemple je vous présente Caminaljuyo, qui est donc une cité maya des hautes terres de cette époque-là, hein, où on voit clairement certaines similitudes entre les têtes olmèques et certaines têtes qui sont rencontrées dans ce site-là. Donc, on va avoir, bon, Camina Rouillou et Abartakali, qui sont les principales cités qui sont de cette partie-là, qui sont sur cette zone du sud de l'ère Maya, qui clairement peuvent être considérés comme une sorte d'intermédiaire entre des faits olmèques, mais aussi où vont naître des premières caractéristiques qui vont être après développées par les Mayas exclusivement, pendant qu'il y a déjà les premières caractéristiques qui vont être des traits culturels beaucoup plus mayas par la suite. Donc, on a vraiment aussi des cités qui vont faire la jonction entre ce fond d'origine olmèque et les prémices d'une civilisation maya qui va se développer donc, à partir de ce fond commun olmèque, voire mésoaméricain. Bon, alors il n'y a pas que les Mayas qui vont influencer les Olmecs, hein. Vous avez aussi les Zapotèques qui vont avoir un système, qui vont emprunter ou en tout cas utiliser un système d'écriture, et ça va être la première attestation, c'est 500 avant Jésus-Christ, donc antérieure encore à celle des premières attestations mayas. Bien, bon, assez rapidement là-dessus. Vers 400, on considère que les Mayas, en tout cas, il y a un changement de patron dans ce qui est dans le cœur de la zone olmèque, et beaucoup considèrent, on va parler de épi-olmèque à partir de 400 après Jésus-Christ. Ce changement de patron, c'est notamment le développement d'une écriture beaucoup plus complexe que celle attestée antérieurement, avec des organisations, vous voyez, en colonne, très clairement. Vous avez le développement de choses assez complexes qu'on va retrouver aussi chez les Mayas dès cette époque-là. Donc, toujours, ça sont des documents antérieurs à la première trace d'écriture chez les Mayas. Bien, et ça, ils vont se développer dans la période qu'on appelle le préclassique récent. Et c'est effectivement dans cette période préclassique récent, 400 avant Jésus-Christ, 250 après Jésus-Christ, que va apparaître les premières attestations de l'écriture maya. Et donc, le plus probable, effectivement, c'est que si les Mayas ont acquis un système d'écriture à cette époque-là, ça s'est peut-être fait par contact et plus précisément donc, avec les épi-olmèques. Et effectivement, c'est la version la plus largement acceptée aujourd'hui. Je vais mettre un exemple. Hein. Donc ça, c'est la première attestation à San Bertolo qui date à peu près de 250 avant Jésus-Christ, donc première trace d'écriture chez les Mayas. On a déjà un système assez développé, mais on a certains indices, hein, certaines valeurs de glyphes, etc., qui se comprennent mieux dans le système épi-olmèque, on associe aux langues miresoké. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, il y a plein de choses qui nous font penser que le système maya est un emprunt au système épi-olmèque. D'ailleurs, si on regarde ici une stèle épi-olmèque, qui est donc à Pérez Zapotes, hein, donc ça se passe ici, hein, complètement en dehors de la zone maya. Et si on compare, ce qui est comparable, en l'occurrence, on va voir ici un type de calendrier qu'on appelle le complon, qu'on verra en détail. Dans sa forme épi-olmèque et maya, il y a quand même des grandes similitudes. Il est introduit par cette partie-là, hein, avec cette, je ne sais pas comment
décrire enfin, ce symbole que vous allez retrouver exactement chez les Mayas. On a quelque chose de plus compact chez les Mayas, suivi par 5 chiffres. Hein, ça aussi, on va voir, ce sont des chiffres dans le système de numération Maya, avec les points et les traits. Puis après, vous avez la date en Tzolk'in. Enfin, donc, vous avez des choses qui sont absolument comparables entre ces deux systèmes d'écriture et aussi dans la façon de noter certains calendriers. Donc, on a clairement une origine très probablement donc, non maya des principaux calendriers qui vont être utilisés tout au long de l'histoire maya. Et d'ailleurs, Takal-Kabar, on est dans quelque chose d'intermédiaire entre Épi-Olmec et Maya, mais déjà, cette forme très condensée de ce livre introducteur du Ganglon, on la retrouve des Takal-Kabar. Après, les Mayas, on voit, alors ça c'est une vérité, hein, c'est que si beaucoup de calendriers ont été empruntés à d'autres, les Mayas vont être ceux qui vont développer une complexité, en tout cas pour présenter tous ces calendriers qui n'ont pas de comparaison avec les autres, et ils vont aussi développer d'autres aspects comme l'astronomie, etc., comme en tout cas à l'heure actuelle, on n'a pas de comparaison à travers au sein des autres civilisations mésoaméricaines. Là aussi, on avait vu que chez les Épi-Olmec, on avait juste cette date dans le Tzolk'in qu'on verra entourée par un rond. Dès Takal-Kabar, on va avoir ces petits oui-oui en dessous pour former un espèce de cartouche qui vont être effectivement caractéristiques de la façon de noter ces jours de ce calendrier tout au long de l'histoire maya. Donc, il y a vraiment déjà le préclassique récent des caractéristiques qui apparaissent donc, dans cette zone transitoire et qui vont être des marqueurs spécifiques mayas par la suite. Bien. Donc, effectivement, c'est principalement à la période classique, la période suivante, 250-900 après Jésus-Christ, que les Mayas vont véritablement développer leur système d'écriture avec une grande complexité, etc., développer tout ce qui est astronomique, etc., alors les calculs, l'arithmétique, tout ce qu'on va voir par la suite, mais effectivement à partir d'un fond commun mésoaméricain, dont on vient de voir la modalité la plus probable par emprunt à leur voisin Épi-Olmec. Bon, je vais passer rapidement. Après, vous avez d'autres civilisations qui vont apparaître avec des écritures plus ou moins développées, comme les Teotihuacan. Les Toltecs ne vont pas avoir d'écriture, mais bon. Les Toltecs, ils vont arriver à un moment assez marqué dans le développement de l'écriture, de la civilisation maya, puisqu'ils vont apparaître vers 900 après Jésus-Christ, qui va correspondre à l'effondrement de toutes les cités centrales de la partie centrale maya, donc la civilisation maya qui s'attendait, la civilisation maya avec construction monumentale et l'utilisation de l'écriture qui va au classique se développer quasi exclusivement dans les zones des basses terres, mais dans toute cette grande partie des basses terres va se restreindre au post-classique seulement au nord de cette zone. Bon, ça, vous allez avoir les Mixtèques qui vont apparaître après, et surtout avec un système d'écriture qui vont développer seulement à partir de 1200 après Jésus-Christ, plein post-classique. Un système d'écriture que va emprunter directement les Aztèques. Les Aztèques qui vont arriver plus tardivement. Bref, donc, ok. Donc, la chose la plus marquante, bon, beaucoup de civilisations du monde ont inventé l'arithmétique. Enfin, par exemple, on peut retracer toute l'histoire en Mésopotamie, etc., où on voit que les premières traces d'écriture étaient liées plus clairement donc, à la comptabilité, de denrées ou ce genre de choses, le commerce. Chez les Mayas, bon, peut-être, on va voir plusieurs explications, mais en tout cas, dans toutes les arithmétiques que l'on connaît des Mayas, qui sont assez complexes, c'est assez notable de voir que toutes les traces que l'on a actuellement sont une utilisation des arithmétiques principalement dédiées au compte des jours, justement, dans le cadre de ces calendriers ou de considérations astronomiques. On a très très peu d'exemples de comptabilité d'autres choses. Bon, dans les textes, par exemple, vous avez ici
Kawil, donc, puis Kawil, c'est une divinité, a été conjuré, ça a été réalisé par les trois. Bon, donc là, vous avez effectivement trois personnes qui sont comptées, mais bon, c'est tout à fait marginal. Vous avez beaucoup effectivement de chiffres dans les noms propres, mais enfin, bon, ça aussi, c'est assez marginal. La seule, pratiquement la seule trace d'une comptabilité pour justement des denrées ou ce genre de choses, c'est sur une céramique. Hein, vous avez trois boules, trois, et en plus il manquerait un classificateur numéral pour dire quel genre de choses on compte, hein, trois sacs de noix haricots. Et ça, c'est la seule attestation pour l'utilisation des chiffres de la numération maya pour quelque chose d'autre, pour la comptabilité de denrées. Donc, bon, une des explications possibles, c'est qu'effectivement, l'arithmétique, tout ce qui est chiffres, on a clairement une association entre ce type d'exercice et, et le support en papier. Pourquoi je dis ça? Bon, par exemple, là, on voit des scripts de l'inframonde. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ils sont en train d'écrire sur des codex. Hein, ils sont en accordéon, là, il est ouvert, donc avec sa reliure en peau de jaguar. Et aussi, vous voyez qu'il y a un symbole qui lui sort en fait de sous les bras, qui correspond donc à un glyphe. Un glyphe, donc dans l'écriture, hein, il y a tout un continuum entre l'écriture, enfin, le système d'écriture et le dessin, on va dire, par l'iconographie, les conventions rentrent dans un continuum. Et donc, dans l'écriture, vous avez ça correspond à ce glyphe-là, qui est quoi? C'est globalement un glyphe avec la référence à l'élément végétal. Hein, je ne sais pas si vous voyez, mais enfin, ça, c'est comme une tige avec une feuille ou une fleur au bout. Et surtout, en fait, qui est caractérisé par les chiffres. Et que veut dire ce glyphe? Il se dit Aran, et le plus probable, ça veut dire feuille, feuille de codex, etc. Donc, le rapport entre l'arithmétique, la numération, les calculs, etc., et le support de papier semble assez clair dans cette civilisation. Et évidemment, la plupart des codex n'ont pas survécu au climat déjà local, hein, dans les basses terres, un climat assez humide, et en fait, avec le temps, même si on a des traces, hein, je ne sais pas si Johan peut le confirmer, mais enfin, il me semble que dans certaines tombes, etc., on a trouvé des traces de codex, mais dans un état qui ne permet pas à l'heure actuelle de pouvoir les reconstituer, etc. Et ceux qui ont survécu à la période classique, au post-classique, chez les Mayas yucatèques, enfin, dans le nord, ont principalement été brûlés aussi pendant toute la période coloniale, lors d'acquisition, etc. Donc il y a eu toute une campagne de destruction, non seulement des codex, mais de tout ce qui était idole, etc. Donc il ne nous en reste plus que 3 ou 4 à l'heure actuelle, qui sont principalement ceux qui ont été envoyés comme exemplaires aux souverains européens au tout début de la colonie. Pardon, oui, Johan, vous pouvez Oui, non, participer. je voulais juste confirmer que on retrouve des écailles de peinture ou des traces très décomposées avec pas mal de pigments qui pourraient correspondre à des codex dans les dépôts ou dans les tombes, mais c'est pas prouvé du tout. Non, c'est pas bon. En tout cas, en tout cas, là, ça c'est quelque chose qui est clairement de l'époque classique. Et donc on sait qu'ils utilisaient déjà les codex à l'époque classique, et on n'en a pas retrouvé de l'époque classique. Même si on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des codex, le codex de Dresde, clairement, par l'analyse linguistique, il y a clairement des faits linguistiques qui nous font penser que toute une partie du codex de Dresde est une copie de quelque chose de plus ancien, certainement de l'époque classique. Mais, et donc, probablement, toute la partie justement comptabilité, etc., était sur des supports en papier qui n'ont pas survécu. Donc, ce qui déforme un petit peu aussi l'image qu'on peut avoir des Mayas, puisque il est très probable qu'ils utilisaient aussi l'arithmétique pour ce genre de choses, de considérations pragmatiques calendaires. Mais bon, en tout cas, dans l'état actuel de nos connaissances, hein, les seuls documents, le seul codex que l'on ait, traite exclusivement de comptes de jours dans différents cycles calendriers. Ouais. Bien. Qu'est-ce que je voulais dire
Voilà. Alors, effectivement, tout ce qui est calcul, etc., c'est sur support sur papier, donc ce qui veut dire qu'on n'a pratiquement aucune trace de ces exercices. Pour l'époque classique, à une exception près, par exemple, là c'est Schultun, où on a trouvé peint sur un mur. La seule chose qui se rapproche en fait, des tables de calcul que vous avez dans les codex, ça c'est une reconstruction, en réalité c'est ça. Euh, donc une table, on va voir, binaire, on verra ça en détail. Bien, mais c'est la seule attestation de calcul du type codex pour l'époque précédente, l'époque classique. Donc on ne connaît pas grand-chose sur le développement de leur savoir arithmétique, etc., pour les époques précédentes au post-classique, hein, puisque pratiquement tout ce que l'on connaît sur leur calcul est sur ce support du post-classique, donc 900. D'ailleurs, la plupart des codex sont de la fin du classique, du post-classique, donc plutôt 13e, 14e, 15e siècle. Bien. La bon, c'est un atelier, donc on va essayer de rentrer un peu plus dans les faits. La maya, donc, je ne sais pas si vous la connaissez tous. Je ne connais absolument pas en fait, l'origine de chacun d'entre vous, donc bon, je vais essayer de faire plus simple. Donc on a un système de points et de traits. Chez les Mayas, et d'ailleurs toute la Mésoamérique, pour les points, hein, en tout cas pour toutes les écritures du Sud, hein, Zapotèque, Épiolmèque et Maya, on a un système de traits et de points. Donc pour l'unité 1, pour le 1, c'est 1 point, pour le 2, c'est 2 points, pour le 3, c'est 3 points, pour le 4, c'est 4 points. Là où on va déjà changer dans un premier temps de système, c'est qu'à partir de 5, on va avoir un trait. Donc un trait, c'est le chiffre 5. Le chiffre 6, ça va être un trait plus un point, etc. 7, ça va être ça, 8, 9. Donc 10, qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas si vous voulez participer. Bon. Donc 10, ça va être 2 traits, hein, puisque ça fait 5, etc. Jusqu'à en fait 19, où on va avoir donc 3 barres, donc ce qui fait 15 plus 4 points, fait 19. Bien. Pourquoi ça recommence? Simplement. Donc ça, c'est style codex, on va dire. Dans les inscriptions monumentales, les Mayas ont horreur du vide, c'est un peu un concept de ça, mais enfin c'est une réalité. À savoir que bon, si vous faites un point et qu'il n'y a rien sur les côtés, ben, ça, ils ne vont pas aimer au sein des blocs mayas, enfin de glyphes. Donc, dans les inscriptions monumentales, vous allez avoir le rond, ça c'est sûr, mais tout ce qui n'est pas un rond, en fait, ça va être du remplissage. Hein, ça peut être une espèce de C, ou ça peut être des croix, ça peut être n'importe quoi, mais tout ce qui n'est pas un rond, en fait, ne compte pas. C'est juste du remplissage. Bien. Deux, hein, la même chose, hein, ce genre de choses. Bien. Par exemple, si vous regardez des inscriptions sur des supports donc entières, ne soyez pas surpris de ne pas retrouver ces deux petits points jaunes. Ça, c'est juste une curiosité, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Là, par exemple, vous voyez, vous avez donc ce système de traits et de points hein, qui sont ici donc, associés à notre glyphe, mais vous avez 5 principaux, donc il y a un coefficient, et un autre glyphe, ici, 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 ici. Là, en fait, on va avoir un 0, mais ça. Et là, vous avez exactement la même information, enfin, la même information, le même type d'information. Et qu'est-ce que l'on peut voir? C'est que là, vous n'allez pas retrouver les traits et les points, parce qu'en fait, les Mayas avaient développé aussi un autre système pour marquer les chiffres, à savoir des formes, des variantes céphalomorphes, c'est-à-dire des têtes, principalement des têtes de divinités. Alors, certaines on les connaît, certaines on ne connaît pas, mais bon. Divinité du maïs, par exemple, qui est le patron du chiffre 8, et donc la divinité du maïs peut aussi transcrire le chiffre 8. Alors ça, je ne sais pas si vous voulez, peut-être que je peux vous mettre dans le chat l'exemplier où vous allez avoir ces données-là, ça pourra peut-être que je retrouve le chat, que je retrouve d'ailleurs.
C'est compliqué. Alors là, je ne sais pas où il est. Bon, je n'arrive pas à retrouver le chat. Peut-être que le stop share, on ne retrouve pas là. Le chat, l'exemple qui est. Non, il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Ouais. Est-ce que vous voulez que je le mette si Ouais, c'est le même sur oui, c'est globalement le même que ce que vous avez. Ouais, parce que là, j'arrive pas, je comprends pas. Je fais ça tout de suite. Merci. Ah, donc, c'est voilà. Bien. Pour les chiffres supérieurs à 20, bon, vous avez des glyphes qui vont transcrire le chiffre 20. Ça, c'est pour le style codex, hein, qui est assez différent du style sur les instructions mentales. Là, c'est deux variantes du même, hein, qui vont avoir une lecture ou unique. Hein. Et donc, par exemple, ça va être 20, ça va être 21, 22, 23, hein, donc la vingtaine. Et après, bah, dire les unités, puisqu'en fait, ici, vous pouvez déjà y remarquer qu'il y a quelque chose qui se passe d'assez notable dès qu'on va passer la frontière des 20, parce qu'en fait, on va avoir, pour les langues mayas et d'ailleurs pour la plupart des langues mésoaméricaines, un système que l'on appelle vigésimal, c'est-à-dire à base 20 et pas 10 comme notre système. Ça, je vais y revenir peut-être après. Donc, dans les codex, c'est le 20 d'abord et après, vous avez les unités, hein, donc un système de points de barre. À la période classique, vous voyez, la vingtaine est là, sauf que les unités, ils sont soit à droite, soit à gauche. Hein. Grande liberté, en tout cas, graphique pour pouvoir noter ça. Mais ça, ce n'est pas la façon la plus commune d'écrire donc, les chiffres supérieurs à 20, puisque chez les Mayas, on va avoir, comme dans notre système, un système de numération de position. Qu'est-ce que c'est un système de numération de position? Par exemple, si vous voulez écrire le chiffre 2021, vous allez avoir des rangs différents. Donc, le premier rang, donc, plus à droite, ça va être le rang des unités. Hein. Donc, nous, on est en base 10, donc ça va être des chiffres de 0 jusqu'à 9, donc la dizaine. Et après, dès qu'on va passer la dizaine, on va arriver à un rang supérieur, le rang de dizaine, qui va être le deuxième. Après, vous avez le rang des centaines, etc. Bon, chez les Mayas, vous avez aussi un système de ce type-là. La différence, c'est que ça va être à la verticale et pas à l'horizontale. À savoir que les unités, donc dans une base 20, donc ça va aller de 0 jusqu'à 19, qui vont se présenter dans un premier rang, donc le chiffre 1 jusqu'à 19, comme je vous l'ai présenté. Sauf qu'on va passer à un rang supérieur quand on va dépasser les 20. Et donc, on va devoir marquer deux niveaux différents. Et comment on fait ça? Déjà, il faut monter le 0, puisque parce que justement, ce système de position implique j'imagine que c'est le document qui vous a dit. Ou c'est une question? Oui, en fait, on ne peut pas mettre de pièce jointe, donc normalement... Oui, c'est très bizarre, ça. Ça va être encore un réglage. Bon, je vous l'enverrai par la suite. Bien. Donc, en fait, vous avez ce glyphe-là en fait, qui va symboliser le chiffre 0. Donc, on va avoir pour le chiffre 20, ça va être 0 unité et une vingtaine. Donc, comme nous, on a 0 unité et deux dizaines, puisqu'on est dans un système décimal dans notre langue. Donc, un système de position avec des niveaux différents. Donc, les unités, ça peut prendre des chiffres de 0 jusqu'à 19. Et après, quand on va arriver à 20, il va falloir monter d'un rang. Ça, ce sont des détails, mais on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails. C'est simplement la façon de noter le chiffre 0 dans les inscriptions monumentales, vous voyez, qui est un petit peu différente phonétique, puisque là, on va avoir mi, on sait que
Le chiffre 0, c'est prononcé mir. Bon, c'est simplement écrit de façon différente, mais c'est exactement le même système. Bon. Système bigésimal que vous rencontrez dans toutes les formes les plus traditionnelles mayas, hein, puisque aujourd'hui, dans les langues parlées, la plupart des langues ont abandonné ce système. Ils vont compter avec des chiffres d'origine maya jusqu'à 5 à peu près, 4-5, ça dépend des langues. Et après, ils vont utiliser le système espagnol emprunté à l'espagnol. Mais dans un système vigésimal, hein, bon, je vais passer les unités, mais donc, littéralement, 20 en quiché, par exemple, c'est Jocal, qui est littéralement une vingtaine. 21, quelque chose un peu dispositif, c'est 1 dans la deuxième vingtaine, c'est-à-dire entre 20 et 40, etc. 40, ça va être 2 vingtaines, 60, ça va être 3 vingtaines. Chose intéressante en français, en tout cas français de France, Carcal, c'est 80, 4 vingtaines. On a des traces d'un système bigésimal aussi en français. La façon la plus courante de l'expliquer, c'est la probable existence en gaulois d'un système vigésimal et donc français par influence. Français, oui, c'est un romain, enfin c'est un latin parlé par des Gaulois, aurait influencé donc, le système français, donc, où on a une réminiscence d'un système bigésimal. 80, effectivement, on est dans un système bigésimal, mais en français. En France, c'est une exception, alors qu'effectivement, dans un système purement bigésimal, on a 100, c'est 5 vingtaines, littéralement. 380, c'est 19 vingtaines, etc. Bon, donc on s'attendrait à avoir ça dans le système maya. Donc là, on s'appartait bien, on a effectivement un système bigésimal, assez bien. Là, qu'est-ce que ça peut être ce chiffre? Donc écrit de cette façon, de cette numération en position. Donc on a une unité et une vingtaine, donc 21. Donc, et ça, c'est quoi comme chiffre? Zéro. Pardon? 0. Alors oui, on a 0 aux unités et on a donc 40. Exactement, c'est donc deux vingtaines. Effectivement, c'est comme ça qu'on va écrire le chiffre 40 dans ce système. Alors, ça va être un système qui va fonctionner jusqu'à ce chiffre-là. Alors là, c'est un peu compliqué, mais bon. On a 19 unités et on a 17 vingtaines, ce qui fait 340 plus 19, ça fait 350. Et dans ce système, donc ça c'est la grande complexité de ce système de numération par position chez les Mayas, mais si vous voulez déchiffrer, voilà, vous êtes obligé de l'apprendre. C'est ici, on va avoir une certaine irrégularité puisque ça ne va pas être un multiple de 20, puisqu'en fait, pour écrire le chiffre suivant, 360, on va avoir ça. À savoir qu'on va avoir 0 pour les unités, 0 pour les vingtaines, et on va avoir 1 de l'unité supérieure. On a dit qu'on était pour 360, effectivement, l'unité supérieure, c'est 360. Donc ça, c'est une grande complexité. Le fait que ce soit 360, là, je vous parle de l'arithmétique en général. Pour écrire quel que soit le nombre de... Enfin, pour compter n'importe quoi, bon, je me dis qu'on n'avait pas beaucoup de temps, on n'avait pas d'attestation pour autre chose que des jours. Enfin, en tout cas, on a clairement une origine des arithmétiques mayas, hein, de la numération maya, est certainement liée donc, au système calendaire, puisque 360 ça ressemble beaucoup à 365, quelque chose de l'ordre d'une année approximative. Mais donc, c'est ça, enfin, en tout cas, si vous voyez ça, ce chiffre-là, c'est le 360, puisque le rang supérieur, ça ne va pas être 20 fois 20, mais ça va être 360. OK. Donc, un système, on verra aussi, donc, dans le compte long, vous allez avoir effectivement ces différents chiffres qui vont apparaître. En bas, vous avez par exemple ici 0. Vous avez après donc, les vingtaines, après les multiples de 360. Voilà. Donc, en revenant, donc, on a un multiple de 20, donc on est bien dans un système bigésimal, mais la difficulté, c'est que quand dans ce système de numération à position, on a seulement 18
vingtaine qui va nous permettre de monter au rang supérieur qui va être 360. Donc, si au début on a vu que de 0 à 19 sont les possibilités pour les unités, pour les vingtaines, on a seulement la possibilité d'avoir des zéros jusqu'à 17. Et ensuite, on va retrouver un système purement vigésimal, puisque ça va être que des multiples de 20. Donc, c'est-à-dire que quand on va changer de rang, donc, ça va être que des multiples de 20. Donc, la forme la plus commune, c'est celle-ci. Donc, le rang inférieur sont les unités. Après, les vingtaines. Après, les 360e. Après, les 360 fois 20, donc 7200. 144 000, etc. Et ça, c'est seulement la partie cachée de l'iceberg, puisqu'on a des attestations où vous avez des chiffres. Pour des chiffres encore plus grands, eh ben, ils vont monter les niveaux, les rangs. Vous avez des unités donc, de 2 880 000 unités, etc., etc. Donc, ils ont la possibilité de calculer des chiffres, voire surtout des jours, des milliards, enfin, des 3 puissance 10 années dans le passé principalement. Et d'ailleurs, vous avez aussi des comptes dans le futur. Donc, les Mayas n'avaient pas prédit la fin du monde, au contraire. Bien. Bien. L'arithmétique maya, donc tout ce qui a un rapport avec les calculs, etc. On peut avoir une image très très approximative des arithmétiques mayas. On peut généralement s'imaginer quelque chose de très très complexe, etc. Sauf que dans les apparences, l'arithmétique maya est assez rudimentaire. Elle se restreint, le système d'écriture maya ne permet que de la représentation graphique des opérations d'addition et de soustraction. Ils n'avaient pas de façon de noter les multiplications, les divisions, etc. Je vais en parler un tout petit peu après. Pour les additions et les soustractions dans les textes, c'est simplement, on va avoir un chiffre qui va en fait un nombre de distances, un nombre de chiffres de jours à ajouter ou à soustraire de la date précédente, par exemple. Et en fait, le plus et le moins, c'est rendu par des locutions de celle-ci. Orti, qui va être en fait, se sont produits, en fait, se sont produits ces jours-là, se sont déjà produits, quelque chose comme ça. Ça va nous indiquer qu'il faut soustraire ce chiffre en fait, à la date précédente. Et à l'inverse, vous allez avoir iorti. Donc, vous n'avez pas un symbole mathématique dans l'écriture maya. Là, en tout cas, dans l'inscription monumentale, ça va être ça qui va être l'équivalent de plus ou moins. Donc, iorti, ça va nous indiquer qu'il faut rajouter le chiffre en fait, à la quantité précédente. Bien. Dans les codex, vous n'avez aucune façon de noter les additions. Enfin, ils vont mettre des chiffres et il faudra en fait par défaut les ajouter. La soustraction est notée par cette espèce d'anneau. C'est pour ça qu'on va parler du nombre anneau sur la plus petite unité. Et ce petit anneau, en fait, va nous indiquer qu'il faut soustraire en fait, la valeur qui est ici avant. Bien. Donc là, par exemple, pour ici, vous avez un 0 dans les vingtaines et 17 unités, donc ça fait 17, qui sont à soustraire. Donc c'est 17 jours avant la date précédente. Bien. Est-ce que c'est clair? Je sais pas. Bon. OK. Bon. Et pour les multiplications, comment ils faisaient? Eh bien, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a beaucoup de tables chez les Mayas. Donc, ils n'avaient pas de symbole pour les multiplications. Et en fait, vous avez beaucoup de contenus d'ailleurs dans le codex qui sont en fait des tables de multiplication. Mais à défaut de pouvoir noter la multiplication, eh bien, donc ils vont faire des tables entières. Donc, par exemple, ici, on a une table de multiplication de 177. Ici, on a 177, après on a 177 x 2, x 3, x 4, x 5. Donc, la différence entre chaque chiffre est de 177. Donc, bon, ça c'était pour la façon de noter les multiplications. Les divisions, on n'a pas beaucoup de traces. En revanche, on sait qu'ils étaient absolument conscients des fractions, sauf qu'ils n'avaient pas de moyen de le noter. Ah si.
Et par exemple, ici, en fait, c'est plus qu'une... Bon, ça c'était pour illustrer, mais on a des tables de multiplication dans les codex, hein, mais ici c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, ici, c'est une table qui va nous rendre, qui permet de calculer les intervalles de 6 lunaisons. 6 lunaisons, en tout cas dans le système de notation le plus commun chez les Mayas, c'est donc le mois lunaire, il est donné comme une approximation de 29,5 jours. Donc 6 fois 29,5 jours, ça fait 177 jours. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'ils font des tables de multiplication de 177 jours, c'est pour après pouvoir faire des calculs. D'ailleurs, vous avez en haut le glyphe qui représente la déesse lunaire, Ishur. Ouais. Bien. Sauf qu'ils étaient conscients qu'il y avait un décalage entre cette approximation de 177 jours pour 6 lunaisons avec la réalité, puisqu'en fait, en l'observant dans le temps, ils vont se rendre compte qu'il y avait un décalage petit à petit et qu'en fait, c'était plus que 177 jours, mais c'était une fraction. Comment rendre compte de ce genre de détails en ne pouvant pas d'ailleurs marquer ces fractions, comme chez nous avec des virgules, hein, c'est pas la virgule. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de ces tables qui en fait vont permettre de faire des réajustements. Donc, cependant, les Mayas savaient qu'il s'agissait d'une approximation. Aujourd'hui, on sait que ces 6 mois lunaires correspondent à 6,29,553, etc. Et donc, en fait, les 6 mois, ça fait 177,18 jours. Et en l'absence d'un système de notation des fractions et pour pallier à cette imprécision, il posait ces tables afin d'y incorporer des chiffres de réajustement pour s'approcher de la réalité. Et effectivement, au bout de 5 multiples de 177, ils vont rajouter un 178. Et après, ils vont partir sur 5, 177 et rajouter un 178 à la fin pour justement compenser cette imprécision en l'absence de système de notation pour les virgules. Donc, en insérant ce chiffre de 178 pour la 6e valeur, cela permet de se rapprocher de la valeur réelle de la période des 6 lunaisons, puisque 5 fois 177 plus 1 de 178 divisé par 6, donc quand on a la moyenne de ces 6 premières valeurs, on arrive à une approximation de 177,16. Donc, effectivement, ça peut être impressionnant tous ces calculs, mais bon, il y a beaucoup de ces tables qui peuvent avoir l'air impressionnantes, mais qui sont en fait juste la seule façon qu'ils avaient pour réajuster la précision de leur système de notation. Bien. OK. Bon, ça aussi, c'est très approximatif, hein, mais c'était aussi pour vous donner quelques idées sur la conception, l'utilité de ces calendriers et surtout la relation des calendriers et du pouvoir chez les Mayas. Première approximation, effectivement, on a clairement une conception cyclique du temps chez les Mayas. On va voir qu'il y a aussi une conception linéaire, hein, les deux se commencent. Les calendriers mayas sont principalement constitués de cycles, hein, mais bon, comme chez nous, hein, on a les cycles hebdomadaires de 7 jours, on a les cycles mensuels, saisonniers, annuels, etc. Cependant, il y a une différence profonde, ça c'est commun à toute la Mésoamérique, c'est la dimension prophétique de ces cycles, ou prévisionnelle, on verra, hein, par exemple pour le calcul des 6 liaisons, en fait, ça va avoir un rapport avec les éclipses, hein, donc ça permet de pouvoir prédire les jours où peuvent se produire des éclipses. Et prophétique, ça on va le voir aussi en détail, puisque vous avez beaucoup de cycles, et notamment le premier principal, le plus présent et le plus ancien en Mésoamérique, c'est le Tzolk'in, un cycle de 260 jours, qui a une visée principalement prophétique et en fait avec une conception du temps où en fait certaines, on va voir dans les codex, certains événements liés aux divinités vont se reproduire selon un cycle de 260 jours et ça va donc permettre de savoir si ce sont des jours favorables, défavorables ou propices à des changements. Bon, d'ailleurs, c'est savoir pour prévoir afin de pouvoir. Donc, cette dimension prophétique et prévisionnelle dont disposaient en tout cas les élites mayas grâce à leurs calculs, leurs connaissances astronomiques, etc., effectivement, devait certainement favoriser la légitimisation de leur pouvoir. Donc, le cycle
le calendrier cyclique le plus ancien, le plus attesté, etc., c'est le Tzolk'in, un cycle de 260 jours. 260 jours, bon. Là, on sait que c'est aussi donc, quelque chose qui a certainement été emprunté donc, aux épis Olmec, donc ce n'est pas les Mayas qui ont créé ce calendrier. Il est présent dans toute la Mésoamérique, à toutes les époques. Donc, c'est quelque chose de très de mésoaméricain. L'hypothèse la plus probable, c'est que ce soit donc, à l'origine, en tout cas, une approximation du temps de gestation. Je ne sais pas si on dit gestation pour les humains. De prégnance, d'être enceinte. Bon, ça peut être ça l'origine de ces 260 jours qui en fait correspond à rien de type astronomique précisément, mais bon, bien. Et on va voir que la plupart des informations données dans les codex, ça va être justement des almanachs liés exclusivement à ce cycle des Tzolk'in, donc ce cycle de 260 jours. Comment fonctionne ce calendrier? En fait, ils vont avoir, ça, vous l'avez dans l'exemplier, en fait, il va être composé de 20 jours différents. Donc là, chaque colonne correspond à un jour différent. Là, quand vous avez deux valeurs, c'est en fait ces deux variantes pour le même jour. Donc, en l'occurrence, vous avez ici 20 valeurs différentes qui vont se combiner à des coefficients. Un coefficient et un jour écrit par un glyphe à l'époque classique entouré par ce cartouche. Et en fait, bon, arbitrairement, on peut considérer que le premier jour de ce cycle, ça va être le 1 Imish. Et le jour suivant, quel va-t-il être? Ça va être le 2. Donc, le coefficient il va augmenter d'une valeur. Mais en fait, on va aussi donc changer de jour. Donc là, on va passer chaque jour les uns après les autres dans cet ordre précis. Là, ils sont dans l'ordre. On a quelques questionnements sur est-ce que vraiment ce cycle a un commencement? Est-ce que c'est bien le 1 Imish? Bon, on sait que chez les Aztèques, effectivement, c'est commencé par le 1 Imish. Chez les Mayas, c'est moins clair que le 1 Imish soit véritablement le début de ce cycle. Mais bon, arbitrairement, on va commencer par ça. Mais après, ils sont tous dans un ordre précis. Donc, le 1 Imish, on va passer au 2 Ik. On va passer après au 3 Akbal. Là, la première colonne, c'est les noms donnés par Diego de Landa, donc, qui correspond à la tradition maya-yucatèque coloniale. Et en fait, pour la période classique, on n'a jamais de complément phonétique, donc on ne sait pas comment on les lit. Donc, il y a un grand questionnement sur comment on les lisait à cette époque-là. C'est pas du tout la même époque, c'est même pas la même langue, donc il y a forte probabilité que ça ne se faisait pas de la même façon, mais on ne sait pas. Mais c'est à ça que correspondent les deux colonnes différentes. Donc, 3 Akbal, 4 Khan, 5 Tuklan, 6 Kini, etc., 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et en fait, les coefficients vont aller de 1 à 13 pour ce calendrier. Et donc, après le 13 Ben, on va remettre à 0 les compteurs des coefficients, puisqu'on va recommencer à 1. 1 Ish, 2 Mel, 3 Kib, 4 Kabran, etc. Donc, on va recommencer une série de 13 jusqu'à 13, et après, on va recommencer au chiffre 1 Manik, etc. Et en fait, tous les jours vont passer par tous les coefficients. Donc, ça nous fait 20 jours qui vont passer par les 13 coefficients fois 13, ce qui nous fait bien les 260 jours. Donc, c'est comme ça que fonctionne ce calendrier du Tzolk'in. Là, c'est une autre façon de noter l'ensemble de ce cycle, en commençant par défaut par 1 Imish, après vous avez 2 Ik, 3 Akbal, 4 Khan, etc. Donc là, vous finissez une colonne pour commencer l'autre. Bon, c'est simplement une façon de noter de façon justement à essayer de vous aider à comprendre ce que je vais vous présenter après, c'est-à-dire comment est-ce qu'on lit les codex, principalement ça, qui sont principalement des almanachs, donc justement dans cette dimension prophétique, cyclique du temps, où certains événements cosmiques, ou enfin plus précisément divins, vont se répéter à des intervalles réguliers et qui vont nous permettre de savoir si ce sont des jours
favorables ou défavorables pour réaliser certaines actions. Et donc là, je vais vous expliquer comment lire cet almanach. Donc un almanach qui va toujours commencer par cette colonne en fait, qui va correspondre à des jours dans le Rahab. Là, en fait, on va avoir l'utilisation exclusive du Rahab, quand dans les autres, dans les inscriptions monumentales et tout ça, on va toujours avoir la combinaison de plusieurs cycles et calendriers. Ici, c'est vraiment une utilisation exclusive d'un seul et même calendrier qui va être le seul. Bien. Comment on lit cet almanach? Eh bien, comme le système d'écriture, on commence toujours par ce qui est le plus à gauche et le plus en haut. Et en fait, effectivement, la première chose à lire, c'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est un 6. Et en fait, ça va être un coefficient. Et ça, c'est un Ahaou, donc c'est un jour du Tzolkin. Et en fait, c'est une date dans le Tzolkin. 6 Ahaou. Et ça, qu'est-ce que ça va? Donc, Ahaou, si vous regardez dans votre exemplier, ça, c'est la forme du classique. Hein. Ça ne se ressemble pas trop parce que il y a une différence, hein, on l'a déjà noté, entre le style codex et le style monumental, mais croyez-moi, c'est ça. Donc, ça nous donne une première date. Alors, dans notre cycle, c'est ici, 6 Ahaou. Et en fait, on va voir que ça va nous permettre, en fait, ça va faire un ancrage temporel. Donc, on va en fait avoir une date de référence à partir duquel, en fait, on va lire toute la suite. Donc, le 6 Ahaou, ça va être, pour cet almanach, la date de référence. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut lire? La deuxième chose à lire, ça va être ce chiffre-là. Donc là, maintenant, vous savez comment on lit les chiffres. Donc, qu'est-ce que c'est ce chiffre? Quand personne ne réagit, je me demande si tout le monde dort ou où est parti. Mais bon. 13. Oui, donc effectivement, c'est le chiffre 13. Et qu'est-ce que nous dit ce chiffre 13? En fait, ici, ça va nous indiquer donc, un nombre de distances, c'est-à-dire un nombre de jours à calculer à partir de la date de référence. En fait, ici, ça va nous dire que tout ce qui se passe dans cette subdivision, qu'on appelle un call, qui va en fait faire référence en fait, à l'image, à une action que fait une divinité, et après, ça va nous donner un présage positif ou négatif. En l'occurrence, ici, c'est la divinité de la mort, ou Makwar, donc mange des tamales. C'est à peu près l'action. Ça, c'est le glyphe pour tamal. War. Dans l'époque précolombienne, il y a fort à penser que war, ce n'était pas la tortilla comme dans les langues actuelles, mais les tamales. Donc, la divinité de la mort mange des tortillas, et ici, c'est un présage de mort. C'est plutôt un jour négatif. Et ça se passe donc 13 jours après le 6 Ahaou. Donc, si on reprend notre calendrier, 6 Ahaou, donc plus 13 jours, on arrive à cette date-là, qui est le 6 Ben. Et en fait, donc là, le chiffre en noir, il nous donne un nombre à ajouter à la date précédente. Et le chiffre en rouge, en fait, il nous donne le coefficient dans le calendrier du Tzolkin. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Donc là, en fait, le 6, il faut reconstruire le mois, le jour, il n'est pas marqué par un glyphe, il faut le reconstruire. Mais on a le coefficient 6. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. 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 Bon. OK. Et donc, on va continuer dans la lecture de cet almanach. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va passer au compartiment suivant. Donc, on voit, ce n'est pas les mêmes personnages, mais en fait, il a le même les almanachs vont décrire des actions, plus qu'autre chose, faites par différents protagonistes avec des présages complètement différents. En l'occurrence, ici, vous avez la divinité du maïs jeune, donc qui est représentée ici. Là, on a exactement la même action avec les mêmes objets. Hein. Il mange des tortillas, des tamales, donc bakouar. Et là, en revanche, le présage est complètement différent puisque ça va être Tsakahaou, donc un changement dynastique, enfin, un jour de changement. Bref, et donc ça, c'est quelque chose qui va se passer. En fait, là, vous voyez le chiffre, donc une barre
avec 4 points, donc c'est un chiffre 9. Et ça, c'est donc un événement qui se passe 9 jours après la précédente. Hein, donc on a 9 jours. À partir du jour précédent, on était arrivé au 6 ben. Donc plus 9 jours, on arrive à un 2 hic. Donc là, on a bien effectivement un 2, hein, on a bien le bon coefficient. Et il faut reconstruire le jour, etc., etc. Et en fait, là, bon, vous avez plusieurs compartiments, vous en avez 6. Donc après, vous avez un plus 7 jours, on va arriver à un 9 moulouk. Après, on va avoir plus 7 jours encore, on va arriver au 3 kib, pardon. Après, on va avoir plus 7 jours, on va arriver au 10 akbal. Et alors, hop. Après, donc, du 10 akbal, on va avoir plus 9 jours, donc là, vous avez le plus 9. Et on arrive bien à 6. Alors, le 6, il est marqué. Et en fait, là, on arrive à la fin de cet almanach. Et il arrive à quoi? À 6 ben. Et en fait, pardon, 6 eb. Et en fait, là, on a le coefficient et le jour de cette fin de première ligne. En fait, il est écrit ici, vous allez le voir, le eb. Et à quoi sert, en fait? On était parti du 6 à Raoult, et en fait, là, on arrive à un eb, à 6 eb. Et en fait, cette façon de présenter, là, je vous l'ai mis ici avec une grande flèche, où en fait, après le 6 à Raoult, on va descendre du. C'est exactement en fait pour nous faire comprendre qu'il faut, après, descendre d'une ligne et en fait recommencer l'opération. En fait, la dernière ligne, c'est 6, M, et après, il va falloir recommencer l'opération avec plus 13, plus 9, donc avec les mêmes chiffres, et ça, vous allez voir que ça fait exactement les mêmes coefficients. Hein, donc, en fait, s'ils n'ont pas marqué, ils ont mis le coefficient, mais pas les jours, c'est qu'en fait, on va voir que ce calendrier, cet almanach, il va correspondre donc à des événements différents. Ici, la divinité de la mort qui mange les tortillas, et c'est un mauvais présage, c'est quelque chose qui va se reproduire 5 fois dans ce cycle de 260 jours. Donc, arrivé à la fin de la ligne, on va avoir, en relisant, donc on va arriver à un 6 Cannes, et Cannes, effectivement, c'est bien c'est le jour qui apparaît dans la ligne suivante. 6 Kib, donc Kib, c'est bien ce qui apparaît à la fin, etc. La math, donc, il faut répéter l'opération de lire, là c'est plus 9, plus 13, plus 9, plus 7, plus 7. Il faut répéter l'opération 5 fois, autant de fois que vous avez de jours ici. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, donc, on arrive à un 10 jouets, donc plus 9. Et donc plus 9, on arrive à quoi? On arrive à 6. À 6 quoi? À Raoult. Et le 6 à Raoult, on l'a déjà vu, hein, donc on a fait un tour entier de ce cycle de 260 jours. Puisque en fait, le 6 à Raoult, ce n'est pas seulement la date de référence à partir duquel on va commencer à lire. En fait, c'est l'alpha et l'oméga en fait, de cet almanach, puisque c'est la première date, la date de référence du début, mais ça correspond à la date de la fin, où en fait, on va remonter, enfin, il va nous permettre, en fait, donc le Raoult, il faut le retrouver tout au début, qui nous dit en fait qu'on a fait un tour complet de ce cycle de 260 jours. Hein, puisque chaque ligne, on avait plus 13, plus 9, plus 7, plus 7, plus 7, plus 9. Donc, si vous calculez, ça fait 52. Opération à faire 5 fois, donc 5 fois 52, et ben c'est 260 jours, donc c'est bien un Tolkien entier. Et tous les almanachs vont se construire de cette façon-là, hein, à savoir que en fait, ça va nous permettre ici d'avoir, alors ici, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 compartiments différents. Donc, on avait 6 valeurs et ici sur 5 lignes. Donc, en fait, on va avoir 30 dates différentes, donc tous les points rouges là, qui vont être traités par cet almanach. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein d'almanachs différents. C'est que vous allez avoir des almanachs pour les jours qui manquent. Donc, il va falloir refaire des almanachs différents pour pouvoir avoir des informations sur tous les jours de ce calendrier. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, voilà. Là, par exemple, vous avez un almanach. Vous voyez, il commence par cette colonne de jours, mais là, il se finit ici. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez que 2 compartiments différents, 2 tolls différents. Mais là, je vous ai montré qu'est-ce que c'est ce chiffre, qui est le chiffre de distance à partir duquel on va commencer,
faut rajouter à la date de référence et à la date de la fin. Qu'est-ce que c'est ce chiffre? Quelqu'un? Lequel? 28? Et exactement, là, c'est cette écriture pas très canonique, mais enfin bon, qui est utilisée effectivement pour marquer donc, le glyphe du chiffre 20 plus les unités. Donc effectivement, 20 plus, bon là c'est un 9, c'est pas un 8, mais donc ça fait 29. Et là, en fait, vous allez avoir un 23. Et 29 plus 23, eh ben, même s'il n'est pas compartimenté en 6 éléments différents, on va toujours avoir un total de 52 qu'il va falloir répéter 5 fois. Donc 52 fois 5, ça fait 260 jours. Donc c'est un almanach avec seulement deux variables, mais qui en fait rend exactement la même chose. À savoir que là, ça va donner 5 fois 2, 10. Un almanach qui va correspondre à 10 dates dans l'ensemble du Tolkien de 260. Bon. Ça, c'était pour le Tolkien. Vous avez aussi un calendrier qui fait référence à un cycle de 365 jours, donc clairement en relation avec la révolution, enfin, avec l'année solaire. 365 jours, et ça, c'est ce qu'on appelle le Chab chez les Mayas. Donc 365 jours, donc les noms des mois de ce calendrier, on va voir, confirment qu'il avait originellement une dimension agraire. On va voir qu'il y a certains mois de ce calendrier qui font référence à la saison sèche, à la seconde cosecha, à la deuxième cosecha, récolte, etc. Bon, cependant, cette approximation de 365 jours au lieu de 365,25 n'a jamais donné lieu en fait à des réajustements comme nos années bissextiles chez les Mayas. Ce qui veut dire qu'à fur et à mesure du temps, ils ont constaté très clairement qu'il y avait un grand décalage entre leur cycle de 365 jours et la réalité, en tout cas agraire, on va dire la réalité qu'on appelle l'année tropicale, c'est-à-dire l'année réelle. Donc, il y a donc un déphasage entre l'année tropicale et cette année approximative, et on sait cependant qu'ils ont été conscients, et les codex montrent quelques calculs très complexes visant justement à calculer précisément les équinoxes et les solstices et le décalage qui existait entre ce calendrier et les stations solaires. Donc, ils ont été conscients, mais ils étaient obligés de faire d'autres calculs à part, puisqu'ils ne vont jamais en fait réformer. Ils ne vont jamais inventer les années bissextiles. Bon. D'ailleurs, ce n'est pas très, très étonnant, puisque 365, clairement, l'origine était astronomique, en relation avec l'année solaire. Sauf que ce calendrier va surtout être utilisé dans un mécanisme beaucoup plus complexe avec les autres calendriers, et par l'élite, en tout cas dans les inscriptions monumentales, et il n'avait pas une visée agricole. Très clairement, il n'avait pas une visée agricole dans son utilisation au sein des élites mayas dans la période précolombien. OK. Ça, donc, vous avez ici, donc, vous n'avez pas 20 valeurs, mais 18. Et en fait, ici, on va voir que ce sont des mois et pas des jours comme pour le Tolkien, puisqu'il va fonctionner très, très différemment, mais dans un système qui va nous parler beaucoup plus, puisque c'est beaucoup plus comparable à nos fonctionnements de jours, de mois, pour compter les jours des mois, puisque chaque mois, donc, par exemple Pop, on sait comment c'est Kantrala ou Kantrala, par exemple, ici, ça ce sont deux variantes pour le même mois, et ils vont avoir des coefficients qui vont aller de 0 jusqu'à 19, c'est-à-dire des mois de 20 jours. Sauf que, à la différence de nous, il commence par un 0 jusqu'à 19, mais ça fait bien 20 valeurs différentes. Et donc, le premier jour de l'année, ça va être le 0 pop. Après, ça va être 1 pop, 2 pop, etc. jusqu'au 19 pop. Et après le 19 pop, on passe au mois suivant. Donc, on va avoir le 0 wow, 4, etc. Donc, quelque chose, beaucoup plus
intuitif peut-être pour nous. Et donc on va avoir 19 mois de 20 jours. Et 19 mois de 20 jours, ça nous fait 360. Et donc, il manque 5 jours. Et ça, vous avez effectivement un mois de 5 jours à la fin. Un mois ou une période assez particulière. Bon, pour l'époque classique, on n'a aucune, d'ailleurs post-classique, on n'a aucune preuve du côté néfaste de ces 5 jours, comme dans la tradition aztèque, etc. En revanche, dans les cultures postérieures à la conquête de la couronne espagnole, c'est clairement une croyance assez partagée. La plupart des carnavals sont clairement un mélange entre la tradition venue d'Espagne et des réminiscences de quelque chose qui a un rapport avec le Wayem, au Wayhab, ça c'est l'origine. Way, c'est ce que vous avez ici, qui est en fait l'espace clos, la salle. Et Hab, c'est l'année. Donc en fait, c'est un peu comme l'espace clos de l'année, qui est en fait le début et la fin, qui était certainement donc, à un moment si on se base sur les carnavals, la signification des carnavals, d'ailleurs chez les Celtales, regardez Guerre rouge de Rome, Mono-Béclin, etc. Vous allez voir que même en Celtale, vous avez l'association du carnaval avec une période qui s'appelle Wayem, en Celtale, et qui est en fait une période de chaos où en fait il va falloir remettre l'ordre dans ce chaos. Donc le chaos, c'est aussi le monde sauvage, etc. Et on va devoir donc rétablir l'ordre et en fait redémarrer donc ce cycle de 365 jours. Il y a certainement un écho entre ces traditions actuelles ou coloniales avec les croyances de cette époque-là, mais on n'en sait rien, puisqu'on n'a pas de texte parlant exactement de cette période-là. Même dans les codex, vous n'avez pas de partie parlant de ça. Donc voilà comment fonctionne ce calendrier. 18 mois de 20 jours, plus 5 jours additionnels à la fin. Il fait 365. La seule petite curiosité, c'est que en fait, ici, on va avoir un zéro cardinal, donc ce n'est pas le même zéro que ce qu'on avait mis avant. Donc c'est le zéroième pop, en l'occurrence, et zéroième, en fait, c'est écrit par Chum, ce qui veut dire s'asseoir, s'établir. Donc c'est l'établissement du pop, littéralement, mais qui donc, va correspondre à un zéro dans l'inscription. Vous avez là Chum Yashkin, c'est le premier jour du mois Yashkin. Yashkin qui veut dire en celtain, le Uncharted, etc., la saison sèche, qui est le nom de ce mois-là. Mais bon, vu le décalage, ça n'a pas dû correspondre aux saisons sèches. Donc, bref, ok, ça va dans les détails. Les Mayas aimaient aussi combiner différents cycles, et la combinaison la plus commune, c'est ce que l'on appelle la roue calendaire, où en fait, l'association du cycle de Tzolk'in et de Rahab vont se combiner ensemble. Ça va être d'ailleurs dans les inscriptions monumentales la façon la plus minimale pour marquer une date. Et en fait, ces deux calendriers, ces deux cycles vont revenir à des dates identiques. C'est-à-dire que ça va former un autre cycle, mais là, supérieur, avec des valeurs qui vont changer et qui vont revenir à donc, la même date dans les deux calendriers. Dans ces deux cycles, va revenir seulement tous les 18 980 jours, qui forment en fait un cycle de 52 ans. Donc, là, on est plus dans des cycles de l'ordre de la vie humaine, surtout à l'époque, l'espérance de vie n'était pas inférieure à la nôtre actuellement. Donc ça permettait effectivement de façon minimale de donner une date, et bon, dans la vie d'un homme, là, on pouvait dire que ça correspond à une seule et même date. Donc ça, ce système, c'est ce qu'on appelle la roue calendaire, c'est la combinaison de ces deux cycles-là dans un macro-cycle qui se répète dans tous les 52 ans. Donc ça, c'est quelque chose de très communément utilisé.
Un autre cycle très utilisé, très présent dans les inscriptions, c'est le cycle de 29,5 jours. Donc, je vous ai dit qu'il ne savait pas écrire les fractions. Comment faisait-il? Eh bien, simplement, en fait, en marquant, en faisant des tables de 30, 20, de 20, 29, 30, 29, 30, 29, 30, etc. Donc, en faisant la moyenne, on a les 29,5 jours. Et c'était quelque chose d'une grande importance, puisque dans ce que je vous ai montré, la série initiale, dans ces considérations calendaires de la plupart des inscriptions monumentales, ça va être une information pratiquement systématique. Où en fait, là, le glyphe E, vous avez ça dans votre calendrier, ils vont nous dire au combienième jour de la lunaison, dans ce cycle de 29,5 jours, on se place. Et en comptant, donc là, vous avez 1, 2, 3 barres, c'est le chiffre 5 fois 3, ça fait 15. Et ça, en fait, ici, ce glyphe-là va nous indiquer simplement qu'on est le 15e jour dans ce cycle à partir de la nouvelle lune. Donc, il comptait à partir de la nouvelle lune. Et le dernier glyphe, ce glyphe-là ici, toujours dans la série initiale et toujours dans la façon la plus commune de marquer ces dates initiales dans les inscriptions monumentales, en fait, nous indique ici on est dans un mois lunaire de 29 jours ou de 30 jours. Ici, on va avoir seulement deux possibilités, soit 29, soit 30. Ça, c'est une autre façon d'écrire le chiffre 20. Et après, on a 5, après 5, une barre et 4 points, donc 9, donc 29. Bon, ça, vous l'avez. Ici, c'est pour dire qu'on est le 15e jour après la nouvelle lune. Ici, 11 jours après la nouvelle lune, 14 jours après la nouvelle lune, 9 jours après la nouvelle lune, etc. Et ça, c'est le dernier glyphe que je vais vous montrer. Donc, c'est soit 20 plus 9, soit 20 plus 10, donc soit 29 ou 30. OK. Associé à la lunaison, on a vu aussi l'importance du glyphe, de cette série de 6 lunaisons, de 177 jours approximativement. Et ça aussi, ça fait partie des choses qui vont apparaître systématiquement dans les séries initiales des inscriptions monumentales, puisque toujours dans cette série lunaire, la deuxième, troisième et quatrième valeur ne sert qu'à donner des indications sur où est-ce qu'on se place dans un cycle de 6 lunaisons. Donc 6 lunaisons, ça fait 177 jours. Et là, on va donc savoir si on est au milieu, à la fin, etc., de ces 6 lunaisons. Bon, globalement, ici, simplement pour dire, c'est la deuxième lunaison, la deuxième lunaison, la troisième lunaison, etc., jusqu'à 6 dans ce cycle de lunaison. Chaque lunaison va avoir, dans ce cycle de 6 lunaisons, va avoir un nom propre. D'ailleurs, le dernier glyphe, c'est son nom, Uchok Kawa, donc c'est son jeune nom, Uchok, Ukorul Kawa, c'est son divin nom, etc. Bon. Ouais. Et pourquoi calculer 177 jours, hein, on a vu que ça avait une grande importance, eh bien, c'est parce que les éclipses solaires de lune peuvent se produire seulement à des intervalles très particuliers, quand en fait la conjonction entre le soleil et la lune le permettent, et en fait les éclipses se produisent seulement avec des multiples peuvent se produire seulement avec des multiples de 177,18 jours. Et ça, il l'avait remarqué très tôt. Ouais. Et en fait, c'est seulement à deux moments précis de l'orbite lunaire que va donc pouvoir se produire éventuellement, ça ne veut pas dire qu'il se passe des éclipses tous les 177 jours, mais en fait, ce ne sont que des multiples de 177. Donc voilà, donc 177, c'est une demi-année lunaire. Voilà, et ça, on a clairement l'association de ce chiffre de 177 jours associé aux éclipses dans le codex de Dresde, hein, puisque ça, c'est une façon, ça c'est le glyphe Nam, ce que vous avez sur les côtés, qui veut dire disparaître, qui veut dire cacher, mettre hors de vue, et au milieu vous avez Kin, donc Nam Kin, c'est le mot pour éclipse solaire. D'ailleurs, ici vous avez Nam Kin, éclipse solaire, et Nam Ur, ici c'est l'éclipse de lune. Donc clairement, cette association entre 77 jours, en bas là, hein, vous avez 8 et 17, donc 8 vingtaines plus 17 unités, ça fait 177.
Donc là, en fait, ici, vous avez des jours dans le Tzolk'in qui sont séparés tous de 177 jours. Donc là, c'est simplement un pense-bête pour savoir si on est le 11 Kib, quand est-ce que va se produire le prochain jour, enfin la prochaine conjonction de 177 jours, ce sera le 6 Beth. Donc, il leur permettait de prévoir la possibilité d'une éclipse. Ok. On sait qu'ils avaient aussi des cycles de 9 jours, donc quelque chose de plus comparable à nos semaines. Hein. Ça, c'est ce que l'on appelle le cycle des seigneurs de la nuit, qui est aussi. Et d'ailleurs, dans l'histoire des inscriptions mayas, c'est une des premiers cycles supplémentaires qui va apparaître après le complot. Hein. Dès le préclassique, on a déjà ce cycle de 9 jours. Le problème est que chez les Mayas, on n'a aucun document qui nous permet de savoir à quoi faisait référence ce cycle. On sait néanmoins qu'il fait écho à un des cycles de 9 jours dans d'autres traditions, et notamment chez les Aztèques, dont on a beaucoup plus d'informations grâce aux chroniqueurs de l'époque coloniale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça le cycle des seigneurs de la nuit, parce que c'est chez les Aztèques, c'est comme ça que ça s'appelle. Chez les Mayas, bon, on met cette étiquette-là, mais on ne sait absolument pas en rapport avec la nuit ni quoi aux caisses. Chez les Aztèques, on sait que ça avait un rapport encore avec un cycle qui permettait de savoir si c'était des jours néfastes ou bénéfiques. Chez les Mayas, on n'en sait rien. Ouais. Bon, petit cycle de 9 jours, hein, avec 9 valeurs que vous avez dans votre exemplaire. OK. Et donc, chaque jour, on change. Hein. Après le G1, on a le G2, après le G3, etc. Donc là, les coefficients, en fait, ce sont des noms propres, a priori. Donc, ils n'ont rien à voir avec leur ordre d'apparition, hein, puisque le G4, il a un coefficient 7, alors que le G6, il a un coefficient 9, etc. Les chiffres n'ont rien à voir avec leur ordre d'apparition. Hein. C'est G1, G2, vous avez dans l'ordre. OK. Dernière chose sur laquelle je vais parler. Continuer. OK. Dernier grand cycle véritablement attesté dans les documents mayas, hein, qui est attesté parce que, comme je vous l'ai dit dès le début, il y a beaucoup de fantasmes sur les mayas. Vous allez voir plein de choses, de documents qui vont parler de la révolution de Jupiter, de Saturne chez les mayas, etc. Si vous cherchez les justifications de ça, vous allez tomber sur quelqu'un a trouvé 2 dates qui étaient séparées. Enfin, on va voir, vous avez vu que les dates étaient très importantes, etc. Chez les Mayas, effectivement, vous allez trouver des milliers de dates dans les textes, alors que 2 dates correspondent effectivement à l'approximation de la révolution de Jupiter. C'est un peu floche comme argument. Vous allez avoir certains cycles beaucoup plus importants. On ne sait pas l'origine, mais alors certains ont dit, ah oui, c'est 4 fois la révolution de Jupiter plus une révolution de Saturne. Et ce sont les seuls arguments qu'ils ont pour dire que les Mayas connaissaient la révolution de Jupiter, Saturne, etc. Ça, c'est absolument pas prouvé de façon certaine. Bon, en revanche, Vénus, oui. Ça, très clairement, ils avaient des connaissances poussées sur l'année synodique de Vénus. Synodique, hein, c'est-à-dire en fait, c'est c'est le temps qu'il faut pour qu'elle revienne au même endroit dans le ciel vu de la Terre. Mais comme la Terre bouge aussi par rapport au Soleil comme Vénus, c'est une année apparente par rapport à la Terre. C'est pas, elle ne fait pas le tour du Soleil en 584 jours. Et dans 224 jours. Mais par rapport à la Terre, elle revient au même endroit dans le ciel tous les 584 jours. Et effectivement, c'est l'estimation qu'ils en font. Les Mayas est d'ailleurs subdivisé en différentes phases. On va voir ici. Vénus, d'ailleurs, il a son nom propre. D'ailleurs, comme Mars, on va voir qu'il connaissait aussi. Non, on va pas le voir. Mais bon. Dans les codex, ils avaient aussi calculé une approximation assez proche de la réalité de la révolution de Mars, et qui a aussi son nom, Ac. Jupiter et Saturne, etc. On n'a aucun nom propre pour ces astres-là, déjà qui est un petit indice pour savoir
Probablement, peut-être qu'ils n'étaient pas aussi calés que ça en astronomie. Hein. Bon, en tout cas, Vénus, oui, il a son nom, clairement. Et alors, il y a une table de Vénus. Là, vous pouvez voir chaque egg qui apparaît à peu près partout. Donc là, on est dans la table de Vénus. Et là, en fait, bon, vous avez les textes. Vous avez Jack Egg, Lack In, donc Vénus à l'est, Vénus au nord, Vénus à l'ouest, Vénus au sud. Et effectivement, qui vont correspondre à des chiffres en bas. Et quels sont ces chiffres? En fait, on va avoir 236, 90, 250, 8. Et ça va se répéter à chaque page. Et en fait, 266, et en fait, le début de ce cycle va commencer quand Vénus va apparaître à l'est, c'est-à-dire quand elle va apparaître comme l'étoile du matin. Et effectivement, elle va apparaître à l'est comme étoile du matin en 236 jours. Après, elle va disparaître. Je ne sais plus si elle est conjonction supérieure ou inférieure. Enfin, soit elle va être derrière le Soleil, soit devant, donc on ne va pas pouvoir la voir avec la luminosité du Soleil. Donc, elle va disparaître de l'observation pendant 90 jours jusqu'à réapparaître à l'ouest, effectivement, comme étoile du soir, pendant 250 jours. Avant de redisparaître seulement pendant 8 jours et revenir comme étoile du matin. Le Vénus est clairement... Bon, on n'a pas, je l'ai dit, de documents astronomiques à l'époque classique. Cependant, on a clairement des corrélations entre des faits de guerre avec Vénus et qui correspondraient effectivement, à partir de leur connaissance dans les codex, au fait que certaines dates liées à la guerre sont clairement choisies en fonction des différentes stations de Vénus. Donc là, c'est quelque chose d'assez sûr, la connexion entre Vénus, la guerre et le choix de certains événements. Donc comme le Vénus, donc le cycle de Vénus comme permettant donc, de choisir des jours propices ou pas pour faire des guerres. Bien, bon, rapidement pour finir, donc ça c'était pour la conception cyclique du temps. On a aussi une conception linéaire du temps et on va voir que le compte-long est véritablement quelque chose de linéaire pour le temps. Donc le compte-long il va permettre de se situer de façon plus absolue dans le temps, hein, puisque bon, je le dis, hein, le cycle le plus couramment utilisé en combinant le Tzolk'in et le Raab, ça nous permet d'avoir une date mais qui se répète tous les 52 ans. Ça ne permet pas de savoir exactement dans le temps à quel siècle on se trouve, etc. Et le compte-long, si on va avoir quelque chose de plus comparable en fait à notre système de dates des années, comptées à partir d'une date, j'allais dire arbitraire, enfin en tout cas culturellement choisie, une année zéro. Pour nous, en Europe, enfin, notre système, c'est conceptuellement la naissance de Jésus-Christ. On va voir que chez les Mayas, ça va être une autre date antérieure, 1914 avant Jésus-Christ. Et ils vont compter le nombre de jours à partir de cette date-là. Donc, on va pouvoir se placer exactement dans le temps grâce à ça. Donc, vous avez un temps une conception beaucoup plus linéaire du temps. Et ce système va également permettre aux souverains de s'inscrire dans la continuité, hein, puisque ça se fait plus dans un temps linéaire que cyclique. Le plus souvent, pour mettre en parallèle ces faits avec d'autres grands souverains ou divinités, et légitimer son pouvoir comme souverain maillon qui a entretenu la tradition dans une progression donc, continuelle du temps. Bon, ça, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais je n'ai pas le temps de développer. Hein, mais clairement, même dans l'ordre de succession, on a clairement des termes comme saccade, etc., où en fait, il y a vraiment cette conception de maillon pour former quelque chose d'entier, de complet. Et effectivement, certains rituels comme ceux de fin de période, etc., vont former des maillons qu'il ne faut absolument pas manquer. Hein, et les souverains vont réaliser ces rituels-là. Et vraiment pour marquer donc, cette progression du temps, mais donc en maintenant la continuité et en se présentant comme un des maillons qui va compléter la grande progression du temps. Bien.
Donc, le compte-long, c'est ça. C'est ce que je vous ai un peu présenté depuis le début, hein, puisqu'on avait déjà des traces chez les épiolmèques pratiquement sous la même forme, hein. La seule différence entre les épiolmèques et Maya, c'est qu'en fait, ici, on va avoir la spécification plus précise des unités que l'on va, des rangs en fait, que l'on va compter. Donc, les unités, donc les vingtaines, enfin, des unités, les vingtaines, les 360e et les multiples de 360, hein, 7200 et 144 000. Chez les épiolmèques, etc., c'était juste des chiffres, 5 chiffres qui se succédaient, mais c'est exactement, ça correspond exactement à la même période. Bien. Et en fait, bon, ça pourrait être noté, et d'ailleurs, c'est noté de cette façon-là dans les codex. Hein, dans les codex, ils ne vont pas mettre ces périodes. Ils vont le noter comme ça, bon, avec un zéro différent pour le style codex. Hein, ici, c'est le style monumental, mais donc, en fait, ça peut être marqué de cette façon-là. Donc, si on le met avec notre tableau, ben, ça fait ici, on a une date qui est le 0 unité, 8 vingtaine, 19 360 jours, 14 unités, donc période de 7200 jours, et 9 périodes de 144 jours. Donc après, il faut faire le calcul. Donc ça, c'est noté de façon, dans la littérature maya, vous allez avoir ces dates-là transcrites de façon simple de cette façon-là. Et donc après, il faut faire le calcul, hein, puisque ça fait 9 fois 144 000, plus 14 fois, etc. On arrive à un total de 1 403 800 jours. Donc, bon, à quoi correspond ce chiffre? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure. En fait, ils vont compter le nombre de jours à partir d'une date arbitrairement ou culturellement choisie comme date d'origine. Et ça a été posé de façon relativement définitive, accepté encore par des mayanistes actuels, en 1935 par Thomson, qui va combiner en fait les travaux de Goodman, Martinez et qui avaient travaillé là-dessus. Donc à une date posée le 8 septembre 3114 avant Jésus-Christ dans le calendrier julien. Comme les inscriptions mayas sont généralement antérieures à notre réforme grégorienne dans le calendrier actuel, certains utilisent le calendrier julien pour dater. Mais donc, c'est différent du calendrier qu'on utilise actuellement. Il y a un petit décalage entre les deux. Hein. Bref, donc c'est pour ça que là, il y a une spécification du calendrier julien au grégorien. Donc, dans le grégorien, ça correspond au 11 août 314 avant Jésus-Christ. Et ils vont compter le nombre de jours. En fait, c'est ce grand chiffre de 1 million de brouettes. 1 400 000 brouettes. Jour, c'est à partir de cette date-là. Cette date d'origine du 8 septembre, c'est 3114 avant Jésus-Christ. Alors, en l'occurrence, ici, ça nous permet de dater l'inscription que l'on va le voir au 2 février 731 après Jésus-Christ, donc avant les Juliens, au 30 janvier 700. Comment ils ont posé en fait cette date? En fait, c'est parce qu'il y a deux indications dans l'Anda qui précisent, qui donnent deux indications qui, mises ensemble, permettent de reconstruire en fait cette date-là. Ouais. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, après, ce sont des détails. Ah oui, sur la partie sur donc, le souverain comme maillon dans l'histoire et surtout cette idée de continuité, de succession qui, depuis le passé, on va voir un passé mythologique jusqu'au futur. Ça, par exemple, sur une inscription comme l'hôtel 1 de Piedras Negras, c'est très très notable, puisque la plupart l'inscription, elle a été réalisée par Kenichional Arc II, c'est son nom propre, qui a réalisé un rituel périodique. Vous allez voir quand les unités sont 0, quand les vingtaines sont 0, et en plus quand les 360e correspondent à 0, en fait, on appelle ça des fins de période. Et là, la fin de Baktun, en l'occurrence, ce sont des rituels les plus importants. Les plus importants, en tout cas, dans l'organisation politico-religieuse des Mayas précolombiens, et surtout de l'élite, puisque c'était réalisé par le souverain en place. Donc, cette fin de Katun, elle est célébrée donc, à cette date-là, en 692. Mais ça, bon, il aurait pu se contenter simplement de « j'ai réalisé ça », mais non.
toute l'inscription va permettre de mettre cet événement en parallèle avec des événements antérieurs dans des temps mythologiques ou historiques où en fait il va se mettre donc, en parallèle avec soit des dieux pour les événements précédents, le zéro actuel, enfin, le temps des humains, et le temps mythologique. En fait, là, on est en moins 700, on a en moins 7053, hein, c'est la date la plus ancienne dans ce texte-là. Donc, il va se mettre en parallèle avec un événement mythique de fin de période réalisé par une divinité en 7056 avant Jésus-Christ. Un autre réalisé donc, en 4691 avant Jésus-Christ. Il va aussi donc, se mettre en rapport avec la réalisation d'un même rituel réalisé par un dieu. Alors là, on est plus dans divin, mais on est dans légendaire, mythologique, le souverain en fait, fondateur de cette ville, de Piedras. On ne sait pas s'il a existé historiquement ou pas, on n'a pas de trace. Et surtout, un de ses prédécesseurs, d'ailleurs homonyme, prestigieux, donc aussi pour mettre ces faits en parallèle avec des souverains de prestige, qui est aussi un instrument de pouvoir et de légitimisation de son propre pouvoir. Et chose intéressante, vous allez voir qu'il le met aussi en parallèle avec des événements futurs. Donc, véritablement, il s'inscrit ici dans la continuité depuis un passé mythique très ancien jusqu'au futur, comme maillon. Donc, bon, ça, c'est aussi ce que permet le complot, cette dimension donc linéaire, cette double conception cyclique et linéaire qui se combine chez les Mayas d'aujourd'hui et d'hier, qui est assez intéressante, mais qui mériterait une conférence à elle seule. Bon, donc j'espère que vous êtes encore là. Mais j'ai fini, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, déjà, merci beaucoup pour pour cette présentation très claire qui nous a soit donné quelques bases, soit fait une piqûre de rappel sur toutes ces questions. Du coup, est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser? Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Bastien. J'espère que c'était clair réellement. Oui. J'aurais une petite question là, sur quand vous avez commencé à parler des chiffres, du coup, Oui. c'est sur une base de 20. Oui. Et du coup, je me demandais pourquoi justement une base de 20? Est-ce que ça a un rapport quelconque avec quelque chose? Alors, les systèmes de numération du monde sont généralement soit à base 5, soit à base 10, soit à base 20. On pense que l'origine est, en fait, on comptait sur les doigts de la main. Donc, il y a certaines langues d'Amazonie qui ont base 5. Vous avez d'autres, comme les nôtres, enfin, j'allais dire indo-européennes, mais bon, a priori, vous avez certaines langues même indo-européennes qui avaient base 20, supposément gaulois, mais bon. Le plus courant, c'est effectivement base 10, les deux doigts de la main. L'hypothèse, alors en plus, on a quelques petits arguments pour ça, que la base 20, c'est en comptant les doigts de la main et les pieds. Et effectivement, le chiffre 20, c'est Winnick, c'est l'homme en entier. Vous avez des glyphes d'ailleurs pour le chiffre 20. Pour le chiffre, vous avez des pieds et des mains. Enfin, bon. Donc, c'est pour ça que dans les langues du monde, vous avez différents systèmes. Mais bon, ça, c'est des choses relativement très anciennes qui n'ont pas un rapport avec la culture. Enfin, Maya en particulier, c'est certainement des choses très, très anciennes. Enfin, anciennes que. C'est pas d'ailleurs une création Maya. En plus, il y a des phénomènes de contact. Et on sait que dans toute la Mésoamérique, alors qu'on n'a pas prouvé l'affiliation entre les différentes familles, entre certaines des familles de langue maya, vous avez des bases 20 pratiquement, une concentration dans cette zone qui est clairement que l'on explique principalement par des phénomènes de contact. Donc, c'est aussi des choses qui peuvent se transmettre d'une famille à l'autre, base 20, base 10, etc. Bon,
C'est l'explication pour expliquer le fait que dans cette zone géographique, on a une concentration de base 20, alors que c'est pas si commun que ça dans les langues du monde. Mais bon, en tout cas, il ne faut pas chercher ça. Enfin, il faut chercher dans la culture maya précolombienne quelque chose de base 20, sachant que visiblement, comme toute l'arithmétique maya est visiblement basée sur en fait, le compte long, qu'ils ont emprunté à d'autres systèmes en plus. Bon, cette base 20 un peu particulière, puisqu'on passe à 360 si on passe à un niveau supérieur, est clairement un système de numération qui a été emprunté. Donc, c'est même pas chez les Mayas qu'il va falloir essayer de comprendre cette complexité-là, a priori. Mais on retrouve les bases 20, mais en plus, bon, les langues Micrésoké qui sont associées aux cultures Olmec puis ont aussi des bases 20. Donc, bon, enfin, c'était assez compatible comme système. D'accord. Je ne peux pas vous dire autre chose. Merci beaucoup. Si je peux rebondir là-dessus, juste pour la petite anecdote, j'ai lu quelque part, mais j'ai un peu oublié où, qu'il y avait des endroits en Amérique du Nord, je crois sur la côte Pacifique, où il y avait une base 4, ou 8, je ne me souviens plus, à partir des interstices interdigitaux, en fait, c'est-à-dire qu'on a 4 doigts. Oui. Et donc, il y a des systèmes de numération apparemment basés là-dessus. Je crois que c'est Cross. Il y a un bouquin d'ethnomathématiques américaine que j'avais lu il y a 40 ans. Enfin, truc. Et juste, puisque pour la petite anecdote, parce que j'ai été fasciné par la présentation. Merci Cédric. Je suis incapable de poser une question intelligente parce que voilà, il y avait une démonstration à la suivi. Mais juste par rapport à la base 20, une petite anecdote de terrain. J'ai vu un gars qui m'expliquait une fois chez les Matis, donc en Amazonie brésilienne. Il me racontait une chasse où il y avait plusieurs hommes et ils avaient tué un grand nombre de singes. Et il m'a montré, en utilisant d'abord tous ses doigts de la main droite, puis tous ses doigts de la main gauche, puis les 5 orteils du pied, puis après les 5 orteils du pied. Et arrivé à 20 exactement, il y avait encore quelques singes dont il fallait qu'il me rende compte. Et il m'a littéralement demandé « Et comment je fais maintenant pour t'enseigner ?» Et je pense que dans la seconde après, il a inventé le zéro, il est reparti. Mais enfin, voilà, juste pour l'anecdote, quoi. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en aurais une tout à fait intéressée par rapport à mon sujet de thèse, puisque lorsque vous nous avez présenté les nombres d'anneaux, il y avait des cartouches autour de certains nombres qui ressemblaient très fortement à des paquets. Du coup, je voulais savoir ce que vous en pensez, si c'était ça pouvait être considéré comme des paquets d'années ou si c'était vraiment quelque chose de... Enfin, on n'avait pas de pistes sur ce sujet. Je ne me lancerai pas dans des... Bon, pour le système d'anneaux, alors, je reviens sur... Je recherche la inscription. Hop, hop. Alors. Ah oui, c'était dans la tic ici. Alors, effectivement, ça ressemble beaucoup. Voilà. Alors, c'était là. Okay. Bon, effectivement, ça ressemble beaucoup. Alors, je vais essayer de repartager l'écran. Toc, toc. Voilà. Donc, je pense que oui. Ouais. Ça ressemble beaucoup au glyphe. Alors, j'étais en train de chercher le glyphe. Voilà, ça ressemble à ça. À savoir, c'est le glyphe, enfin, celui de. Bon, ce glyphe qui apparaît dans certaines formules pour l'intronisation au pouvoir, etc. Bon, là, je ne pourrais pas vous expliquer véritablement d'où vient cette convention exactement, et ça, je ne vais pas me lancer en conjoncture. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un seul exemple de quelque chose qui pourrait être interprété comme tel à la période classique.
parce que ça, c'est post-classique, hein, et on ne sait pas si c'était une convention qui existait à l'époque classique. Et il me semble qu'à Schultun, on a trouvé le seul possible. Bah, d'ailleurs, Schultun, c'était là où il y avait déjà la seule table arithmétique que l'on a trouvée à l'époque classique. Est-ce que c'est là? Bon, enfin, bref, je sais pas si c'est. Ah, si, voilà. Et ça, bon, vous voyez qu'à la période classique, a priori, dans la seule attestation, c'est juste un rond autour. Là, on n'a pas tout le décorum. Ah, je ne sais pas si c'est décorum ou si ça, c'est une forme réduite, ou d'ailleurs, c'est trop. Donc, je ne sais pas si cette convention, bon, s'il faut tirer trop de choses sur sa réalisation post-classique par rapport à son origine qui remonterait au classique, où on n'a pas justement toute cette dimension de nœuds, effectivement, qui ressemble beaucoup à des boultos au sac, au paquet sacré. Bon, moi, je ne sais pas. Enfin, c'est la seule chose que je puisse vous dire, parce que là, je ne sais pas, mais vous pourriez chercher, et bon courage, hein, parce que partout où vous allez chercher dans des articles où ils vont parler des nombres anneaux, green number, c'est bon. Bon. Bref. Bon, moi qui ne suis pas un spécialiste de toutes ces questions mathématiques et tout ça, on va dire que c'est complexe, si ce n'est tiré par les cheveux parfois. Donc, bon, mais clairement, c'est utilisé pour marquer la soustraction. Et ce qui est intéressant, c'est seulement l'unité qui est entourée, alors que ça concerne enfin, tout le chiffre en entier, mais bon, je ne pourrais pas vous dire grand-chose de plus. Mais bon. Enfin, là, justement, en préparant cette présentation, j'ai découvert qu'effectivement, on avait une attestation de cette convention au classique. Et bon, c'est tout ce que je peux vous dire à peu près intéressant là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hein? Bon. Ben, si c'est ça, du coup, ben, je vous remercie encore une fois d'être venu et d'avoir fait votre présentation. Et je vais arrêter. Juste dernière chose, par exemple, comme je suis là, simplement qu'effectivement, l'équivalent du coquillage là, pour le chiffre 0 qu'on pensait être spécifiquement post-classique, effectivement, à Schultun, avec la découverte de Schultun, hein, relativement récemment, je crois que c'est en 2011 qu'on a trouvé, on a effectivement la contrepartie, hein, mais qui n'apparaît que dans ce genre de table d'arithmétique, alors que c'était absolument pas attesté dans les inscriptions monumentales, etc., puisque on n'a pas cette table et c'est voilà. Bon, excusez-moi.